Bonjour à toutes et à tous. Nous abordons maintenant la cinquième leçon de la playlist physique appliquée. Nous restons dans le domaine de l'électromagnétisme. C'est la troisième leçon sur ce sujet. Et aujourd'hui, nous allons explorer le théorème d'Ampère. Nous commençons par un petit rappel de l'expérience d'Ørsted qui nous montre qu'un courant électrique traversant un fil conducteur rectiligne, courant I, fil conducteur, produit ou génère un champ magnétique autour de ce fil, le vecteur B, et que ce champ magnétique a une forme circulaire tout le long du fil. Donc, on obtient un champ magnétique de forme cylindrique et qui possède une certaine symétrie autour du fil. Pour déterminer la direction de ce champ magnétique, on utilise la fameuse règle de la main droite où le pouce indique le sens du courant, alors que la courbure des doigts autour du fil indique la direction du champ magnétique. Dans la leçon précédente, nous avons exploré la loi de Biot-Savart. Cette loi nous permet de calculer le champ magnétique créé par différentes configurations de courant. Prenons l'exemple du fil rectiligne infiniment long. Nous avons vu que le champ magnétique en un point situé à une distance R du fil est donné par une formule simple, mu I. I, c'est le courant parcouru par le conducteur. Mu, c'est la perméabilité absolue, qui est égale à la perméabilité du vide fois la perméabilité relative, qui est égale à 1 si le milieu entourant le fil conducteur est l'air libre. Donc, la formule devient le champ magnétique à une distance R du fil conducteur égale à mu I divisé par 2 pi R. Maintenant, le théorème d'Ampère. Le théorème d'Ampère établit une relation entre le champ magnétique autour d'une courbe fermée, appelée boucle d'Ampère, aussi appelée contour fermé, parcours fermé, parcours fermé. Donc, le théorème d'Ampère relie le champ magnétique, le vecteur B, autour d'une courbe fermée au courant électrique traversant, enlaçant, pénétrant la surface délimitée par cette courbe.
Mathématiquement, cela s'exprime par l'intégrale. L'intégrale autour d'une courbe fermée de B, du produit B, vecteur B et dl, c'est un produit scalaire, produit scalaire, égal à mu0, bien sûr, mu0 si le milieu entourant les conducteurs et l'air libre fois la somme algébrique des courants traversant la surface créée par cette courbe fermée. C'est un peu compliqué au commencement, mais tout va s'éclaircir dans quelques instants. Donc, l'intégrale avec un cercle et un C représente l'intégrale curviligne sur le contour fermé. B est le champ magnétique, dl est l'élément infinitésimal de déplacement le long du contour C. B, point dl, représente le produit scalaire, module de B, fois module de dl, fois cosinus de θ, où θ est l'angle entre les deux vecteurs. Bon, cela signifie on choisit un contour fermé. Voilà. Un parcours qui forme une boucle. On fait la sommation du produit scalaire de B et de chaque élément infinitésimal dl, 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 dl. Bon, ici, on a un B, ici peut-être le vecteur B, etc. On fait la sommation du produit scalaire en le champ magnétique B et chaque élément infinitésimal le long de ce contour. En d'autres termes, on parcourt la boucle pas à pas et à chaque petit segment dl, on calcule la contribution de B dans la direction de ce segment. La somme de toutes ces contributions donne la valeur de l'intégrale. Du côté droit de l'équation, on a la perméabilité du milieu, perméabilité du milieu, et normalement, le milieu, si c'est l'air libre, la perméabilité égale à mu0, dont la valeur est 4 pi fois 10 à la puissance de moins 7 henri par mètre. Et puis, on a I enlacé qui représente l'intensité algébrique du courant total enlacé. En fait, ça représente la somme des courants enlacés par ce contour, entourés par le contour. Et pour mieux comprendre, on peut imaginer que le contour fermé forme une surface. On imagine que le contour fermé forme une surface
et que le courant total qui traverse cette surface, I, I1, I2, I3, la somme de tous les courants qui traversent cette surface égale à I enlacé. Donc, peut-être que le mot enlacé n'est pas très clair. Ça peut porter et, euh, ça peut nous, nous rendre un peu confus. Et le mot pénétrer, pénétrer, ou même le mot traverser est plus approprié. Pour pour appliquer le théorème d'Ampère, sans se plonger dans des calculs mathématiques complexes, certaines conditions doivent être respectées. Premièrement, une symétrie élevée est nécessaire. Cela signifie que le système doit être suffisamment symétrique pour que le champ magnétique ait une forme simple et prévisible. Par exemple, un fil rectiligne infini ou une boucle de courant circulaire sont des systèmes hautement symétriques, ou même le solénoïde. Deuxièmement, le champ magnétique doit être invariant. Invariant, ça veut dire constant ou même nul. En d'autres termes, la norme du champ magnétique doit rester constante le long du contour choisi. Cela simplifie grandement les calculs car on peut alors sortir le champ magnétique de l'intégrale. Intégrale P dl. Si le champ magnétique est constant, on peut le sortir à l'extérieur de l'intégrale. Les contours aussi, les contours doivent être choisis de façon cohérente avec la symétrie du problème et c'est plus facile d'intégrer des contours à forme circulaire ou même rectangulaire. Les courants doivent être constants dans le temps, pas de variation rapide, car le théorème d'Ampère classique s'applique uniquement dans un cadre magnéto-statique. Statique qui veut dire cela ne change pas. Et peut-être que tout cela n'est pas encore très clair pour vous. Nous n'avons pas encore parlé du sens du parcours fermé. Si ça, c'est le parcours, et on a deux sens. On n'a pas parlé du sens du parcours fermé, de la polarité du courant, ni même de la surface délimitée. Mais ne vous inquiétez pas, et vous allez mieux comprendre dans quelques instants lorsque nous aborderons des exemples concrets. Notre premier exemple consiste à trouver le champ magnétique autour d'un conducteur rectiligne de longueur infinie. C'est un cas que nous connaissons déjà grâce à la formule de Biot-Savart depuis la leçon précédente.
c'est-à-dire P égale à mu I divisé par 2 pi R, où R est la distance entre le fil conducteur et le point d'observation. Mais nous allons revoir la solution ici en utilisant le théorème d'Ampère. Cela nous permettra de comparer les deux approches et de voir à quel point le théorème d'Ampère simplifie les calculs dans des situations symétriques. Ici, nous avons un fil infiniment long selon le théorème d'Ampère. Nous pouvons choisir n'importe quel contour fermé pour appliquer la loi. De plus, nous pouvons parcourir ce chemin fermé dans n'importe quelle direction pour effectuer l'intégrale B scalaire dl. Bon, il faut faire très attention. Ici, dl représente le segment infinitésimal du contour fermé, alors que dans la formule de Biot-Savart, dl représente le segment infinitésimal du conducteur. Il n'y a aucune relation entre ces deux dl. Sur le diagramme, les contours A et B sont tous deux valides selon le théorème d'Ampère. Cependant, puisque nous savons déjà que les lignes de champ magnétique sont circulaires, il est logique de choisir un contour fermé circulaire. Ici, nous avons deux exemples de contours fermés circulaires. Premier exemple, c'est un contour avec une surface plane. Et deuxième, le contour est toujours circulaire. Contour circulaire. Mais la surface est en forme allons dire, de sac gonflé. Et les deux sont valides, mais pour faciliter, pour, pour résoudre, et pour résoudre le théorème d'Ampère, pour appliquer plutôt le théorème d'Ampère, les deux surfaces, les deux courbes circulaires, une avec la surface plane et l'autre avec la surface en forme de sac gonflé, les deux sont valides, mais pour faciliter la résolution du problème, il est toujours préférable de choisir la solution la plus simple. Ici, nous choisirons la surface circulaire, plane, ouverte. Surface, plane, ouverte. Donc, le théorème d'Ampère qui nous dit que l'intégrale autour d'une contour fermée du produit scalaire B, vecteur B et vecteur dl égale à mu0 fois I pénétrant la surface. Et la somme de tous les courants pénétrant la surface, ici, on a un seul courant, le courant I,
le courant I, dont la somme égale à I. Et la règle de la main droite est utilisée pour déterminer la polarité du courant. Et un rappel de comment appliquer la règle de la main droite: courbez vos quatre doigts dans le sens du parcours du contour fermé. Et le pouce indiquera alors si le courant est le sens du courant positif. Ici, le courant est positif, alors que ici, lorsque le sens du contour fermé est renversé, et le courant qui est ici est négatif selon la règle de la main droite. Et j'estime maintenant que tout est clair et que nous pouvons résoudre ce problème en utilisant le théorème d'Ampère sans aucune ambiguïté. Bon. Le dessin qui est ici représente la situation vue de dessus. Un fil conducteur avec un courant I qui sort de votre écran ou du document, et nous cherchons à trouver le champ magnétique au point d'observation P, situé à une distance R du conducteur. Et voici les étapes et le raisonnement derrière la solution. On sait que le vecteur B est l'élément infinitésimal dl du contour fermé, sont parallèles, dont le produit scalaire BDL peut être simplifié comme B point dl point cosinus de θ, où θ est égal à 0, dont le produit scalaire B dl égale aux normes de B, soit la norme de dl. Et puisque B est constant, on peut retirer B depuis l'intégration, en dehors de l'intégrale, et l'intégrale de dl autour d'une cercle est égale au périmètre du cercle, qui est égal à 2pi fois r, et B fois 2pi fois r égale mu0 fois I, et B, la valeur du champ magnétique à une distance r du fil conducteur, égale à mu0 fois I divisé par 2pi r, et on obtient le même résultat et qu'on avait obtenu en utilisant la formule de Biot-Savart. B égale à mu I divisé par 2pi r, et ici, B égale à mu0 ou bien mu I divisé par 2pi r. Et évidemment, s'il y a plusieurs conducteurs et très minces par rapport au diamètre du contour fermé, et on n'a qu'à multiplier par le nombre de conducteurs. Bien sûr, si tous les conducteurs ont et conduit la même
intensité de courant I. Ici, le nombre de conducteurs, bien sûr, n'est pas égal à 4 et le nombre de conducteurs égal à N, grand N, et chaque conducteur est parcouru par un courant I. Notre deuxième exemple consiste de 3 fils rectilignes parallèles parcourus par des courants différents, notés I1, I2 et I3. Ici, c'est une vue latérale, alors que ici, c'est une vue frontale. Vue frontale, ok? On a 3 courants, I1, I2, dans le sens opposé, et I3, I1 et I3 sont dans le même sens. Selon le théorème d'Ampère, qui nous dit que l'intégrale autour d'une contour fermée du vecteur, du produit scalaire des vecteurs B et dl égale à mu0 et la somme de I est pénétrant. La surface délimitée par le contour fermé. OK? Et ici, et I1, c'est positif selon la règle de la main droite. I3, c'est positif selon la règle de la main droite. I2 est négatif. Et puisque le contour fermé, il y a seulement deux fils conducteurs qui traversent la surface délimitée par le contour fermé, I1 et I2, donc l'intégrale de B point dl égale à mu0 fois I1 moins I2 entre parenthèses. I3 ne traverse pas la surface créée par le contour fermé, donc il faut tout simplement l'ignorer. Et il n'apparaît pas dans l'équation. Notre troisième exemple consiste à déterminer le champ magnétique créé par un fil long, rectiligne, mais cette fois de rayon fini, de rayon R, parcouru par un courant, bon, bien sûr, courant. La question nous dit, un fil long et droit de rayon R transporte un courant constant I, uniformément réparti sur la section transversale du fil. Calculer le champ magnétique à une distance R, petit r, du centre du fil dans les régions. Petit r est plus grand ou égal au rayon et petit r est moins grand et plus petit que le rayon grand R. Bon, ici, on doit résoudre ce problème en 2 étapes. Et première étape, c'est le cas où le rayon du contour fermé est plus petit. Non, est plus grand. Premier cas, c'est le rayon du contour fermé, R, est plus grand que le rayon du fil conducteur grand R. OK.
Ici, le contour fermé s'appelle 1. Le courant total, le courant I, pénètre le contour fermé, c'est-à-dire le contour fermé englobe tout le fil et ainsi tout le courant traverse la surface délimitée. On va prendre une surface plane délimitée par le contour fermé 1. Donc, si on applique le théorème d'Ampère, intégrale de B point dl autour du contour fermé 1 égale à mu0 fois I, tout simplement. Et encore une fois, intégrale de, parce que B est constant autour du fil, on peut le mettre en dehors du signe de l'intégrale et intégrale de dl est égal à tout simplement 2 pi r, le périmètre du contour fermé, et B égale à mu0 I divisé par 2 pi r dans le cas que petit r est plus grand ou égal à r. Deuxième cas, le cas où le rayon du contour fermé R est plus petit que grand R. Ici, le contour fermé est à l'intérieur du film. Contour fermé numéro 2, petit r. Et seule une partie du courant traverse la surface délimitée par le contour. Le courant traversant cette surface est proportionnel à l'aire de la surface. Et ici, le courant traversant, pénétrant, traversant, et ou même, on peut dire, pénétrant, traversant, enlaçant, enlaçant le contour fermé. Mais je préfère le mot pénétrant, de loin. Okay. Le courant traversant le contour fermé, la surface délimitée par le contour fermé 2 égale à pi petit r au carré divisé par pi grand R au carré fois I est égal à petit r carré divisé par grand R carré fois I. Et donc, en appliquant le théorème d'Ampère, ici, c'est 2 contour numéro 2, et en appliquant le théorème d'Ampère, on voit que intégrale de B dl autour du contour fermé 2 égale à mu0 fois la somme de I, et la somme de I égale à I fois petit r au carré divisé par grand R au carré. Et bien sûr, puisque B est constant autour du contour, et intégrale de dl égale à 2 pi r, et B égale à mu0 fois I. Un des petits r va disparaître, ok? Et fois r, petit r, divisé par 2 pi r au carré. Et on voit que si
petit r est moins que le rayon et B est proportionnel à R, B est directement proportionnel à R, tandis que si petit r est plus grand que R, B est inversement proportionnel à R et B est proportionnel à 1 sur R. Notre quatrième et dernier exemple consiste à déterminer le champ magnétique à l'intérieur d'une solénoïde, d'un solénoïde, pardon, et nous considérons un solénoïde avec petit n, spire par unité de longueur. Et voilà, on a un dessin d'un solénoïde ici, le courant qui est dans ce sens, entre, entrant et sortant ici. Et si nous appliquons la règle de la main droite, on voit que le pôle nord du solénoïde se trouve à l'extrême droite, pôle nord, et ici c'est le pôle sud. Et les lignes de champ magnétique sont parallèles à l'intérieur du solénoïde et sortent du pôle nord pour retourner au pôle sud, à l'extérieur du solénoïde, bien sûr. On a déjà vu dans les leçons précédentes que à l'intérieur du solénoïde, et le champ magnétique est quasiment uniforme. Et ici, pour appliquer la règle de la main droite, et vous n'avez qu'à enrouler vos doigts dans le sens, les quatre doigts, dans le sens du courant, alors votre pouce pointera vers le pôle nord. Le second diagramme, pardon, j'ai l'habitude de parler en anglais, le second diagramme représente le même solénoïde, mais cette fois, on voit que le courant sort par le haut, le courant sortant et courant entrant dans l'écran ou bien dans le document. C'est pareil comme ici. Courant sortant et ici, courant entrant. Nous assumons que le champ magnétique à l'extérieur du solénoïde, extérieur, non, ici, en haut ou au bas, est très faible et peut-être négligé. Et pour appliquer le théorème d'Ampère, ici, nous avons considéré un contour fermé, rectangulaire, A, B, C, D, A. A, B, C, D et D, A. Et pour appliquer le théorème d'Ampère, le théorème d'Ampère dans ce cas-ci, et on peut segmenter les intégrations en
les intégrales en quatre parties, c'est-à-dire intégrale de B et L, on tout fermé C, égale à intégrale de sur AB, B et L, plus intégrale de BC, B et L, plus intégrale de CD, la ligne CD, B et L, plus l'intégrale du parcours DA de B.dl. Bon, puisque B.dl est le produit scalaire, voilà, B.dl est le produit scalaire des deux vecteurs. Ici, dans le cas du parcours AB ou bien du parcours CD, pardon, et les deux vecteurs sont perpendiculaires, dont l'angle égale à 90 degrés et B scalaire dl égale à norme de B, norme de dl, fois cosinus de 90 degrés qui est égal à 0, le tout égale à 0. Donc, on peut facilement éliminer ces deux intégrations, ici et ici, qui est égal à 0. Et aussi, le parcours DA. Nous avons assumé que ici, le vecteur B, le champ magnétique est très faible et peut être négligé, donc B est à environ 0. Okay, la norme de B est à environ 0. Et donc B, l'intégrale de B.dl sur le parcours DA égale à 0. Il nous reste que l'intégrale du vecteur B.dl sur le parcours BC. Et ceci est égal à. Parce que le contour fermé a une longueur de L mètres. Donc, et le champ magnétique à l'intérieur du solénoïde égal à B est constant et non nul. Donc, l'intégrale de B.dl sur le parcours BC égale à B fois L. L est la longueur du rectangle qu'on a considéré. Le tout égale à mu 0, bien sûr, dans le cas où le milieu est libre, fois la somme des i. OK? Et on a dit que, allons dire que le nombre de fois, parce que la surface délimitée par ce contour rectangulaire est plane, et le nombre de fois que le solénoïde transperce cette surface, pénètre cette surface, est égal à grand N. Donc, la somme de I égale à N fois I. I est le courant parcouru par le solénoïde. Et donc, B égale à mu 0, grand N, divisé par L, fois I,
et grand N divisé par L égale à petit n, qui est égal au nombre de spires, au nombre de spires par unité de longueur. Je pense que c'est bon. Voilà. Et on a vu que le théorème d'Ampère et la méthode de Biot-Savart donnent les mêmes résultats pour les systèmes symétriques, mais la méthode de Biot-Savart est plus générale et s'applique à toutes les configurations de courant, même très complexes. Cependant, elle est plus lourde en calcul car elle nécessite des intégrales souvent complexes. La méthode d'Ampère est plus simple et efficace pour les systèmes hautement symétriques comme un fil de longueur infinie, un solénoïde ou même un toroïde, car elle exploite la symétrie pour simplifier les calculs. Le choix entre les deux méthodes dépend donc de la configuration du problème, est-ce qu'il y a symétrie ou non, de la complexité des calculs que vous êtes prêt à entreprendre. Et maintenant, nous arrivons à la fin de cette leçon et je vous dis un grand merci pour votre attention. Et si certains points ne sont pas très clairs ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser et je suis là pour vous aider et je vous dis à très bientôt pour la prochaine leçon.